aujourd'hui, je reçois Benoît Serex. Bonjour. Bonjour, chef de groupe CDH au Parlement bruxellois et également bourgmestre de Beauluet-Saint-Pierre. Merci d'être des nôtres parce qu'on attend un peu la réaction du CDH à ce qui s'est passé hier soir quand Olivier Minguin a dit « Non, moi, je ne veux pas aller à la Réunion pour parler Fédération Wallonie-Bruxelles avec MR et CDH. » Alors, je vais vous poser d'abord une simple question avec trois possibilités. Pourquoi DEFI ne veut pas s'allier au CDH et au MR? Alors, la réponse A, je pourrais vous proposer, c'est pour punir Benoît Ludgen et le CDH. La réponse B, c'est parce que le CDH est, parce que DEFI est scotché au PS. Et la réponse C, c'est parce que ça n'a pas de sens de changer un gouvernement à 18 mois des élections. Alors, d'après vous, pourquoi DEFI ne veut pas s'allier à vous? Oui, je pense que les réponses devraient être nuancées, mais je dois bien constater qu'en l'espèce, il y a une proximité extrêmement importante entre le PS et DEFI, et que je dois vous avouer que je ne comprends pas pourquoi, et j'espère que ce n'est pas définitif, je sais qu'il y a encore un certain nombre de contacts qui s'établissent, pourquoi du côté de chez DEFI, on ne veut pas se mettre autour de la table pour discuter d'un certain nombre de propositions, à la fois sur Bruxelles et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Moi, j'ai lu avec attention les 80 propositions qui ont été mises sur la table. Je vois là, par DEFI, je vois là un certain nombre d'éléments intéressants. Je vais prendre 2 ou 3 exemples. La différence entre le pouvoir organisateur et le pouvoir régulateur dans l'enseignement, ce sont des éléments positifs. La révision du décret inscription, vous savez, nous, on essaye de faire ça avec le PS depuis des années au sein du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ils n'ont jamais voulu bouger. Donc, chez nous aussi, il y a cette ouverture, évidemment, pour la révision du décret inscription. Le fait de travailler sur un statut pour les accueillantes d'enfants, ce sont aussi des éléments sur lesquels nous voulons avancer. Donc, pourquoi ne pas accepter à un moment donné, ne fût-ce que d'avoir un échange de vues avec d'autres sur les propositions de DEFI et sur celles que nous avons également nous-mêmes? Mais quand vous dites DEFI ne veut pas se mettre à la table, si, ils veulent bien, mais ils veulent aussi qu'il y ait le PS. Et là, c'est vous qui ne voulez plus. Oui, mais nous avons indiqué très clairement le 19 juin les raisons pour lesquelles nous considérions qu'il était extrêmement difficile, même impossible, de continuer à travailler avec le PS. Enfin, je ne dois quand même pas vous rappeler les affaires qu'on a vécues, les comportements inadmissibles d'un certain nombre de personnes, en ce compris ici à Bruxelles, et une conception de l'État qu'on a du côté du Parti socialiste qui, à un moment donné, pose problème tant on est dans une sorte d'appropriation de cet État. Vous ne pouvez pas reprocher une exclusive d'un côté à partir du moment où vous aussi vous faites des exclusives, quelles que soient les bonnes raisons d'avoir des exclusives. Est-ce qu'il faut être un peu plus ouvert maintenant? Non, mais je suppose que ces comportements qu'on a tous vécus, et on le voit, moi je siège au sein de la commission du SAMU social, mais ils heurtent autant les parlementaires de DEFI qui heurtent chez nous. Et donc à un moment donné, se dire... Est-ce que dans les 18 ou 19 mois qui viennent, il n'y a pas moyen, sur un certain nombre de points, de propositions, d'avancer en Fédération Wallonie-Bruxelles et à Bruxelles? Moi, je vois en tout cas que dans l'inventaire qui a été fait et ce que nous allons mettre sur la table, les choses ne sont pas incompatibles. Oui, mais il y a clairement une fin de non-recevoir de DEFI. Il n'y a pas de porte ouverte. Vous avez l'air de dire, oui, on va quand même arriver encore à discuter, il y a des discussions qui vont avoir lieu. Olivier Minguin a dit non. Alors, j'ai vu, évidemment, je sais lire comme tout le monde, j'ai lu le communiqué qu'il a fait hier soir suite à l'appel de M. Chassel et de M. Ludgen. J'espère qu'il y aura quand même un petit pas qui sera fait et qu'à un moment donné, on acceptera à tout le moins d'échanger sur le fond. Parce que c'est ça que nous demandons aujourd'hui, c'est qu'on puisse avoir une discussion sur le fond et pas des anathèmes. Et le fait de chaque fois vouloir emmener le PS dans sa valise, alors qu'on ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé avec le PS au cours de ces derniers mois. Et s'il ne change pas d'avis, qu'est-ce qui se passe? Alors, s'il ne change pas d'avis, on évaluera évidemment la situation très clairement. Vous avez vu quel a été notre comportement au gouvernement de la région depuis le 19 juin. On a continué à faire fonctionner les institutions.
il faut savoir, c'est difficile à expliquer aux téléspectateurs, mais la situation institutionnelle à Bruxelles est particulière. Donc, si un ministre s'en va, il doit automatiquement être remplacé par un autre. Et donc, ce que nous avons fait, nous allons continuer à le faire, mais nous souhaitons qu'une alternative puisse se dégager. Alors, souvent, Défi dit on ne veut pas, notamment à la région, travailler sans le PS parce que le SPA devrait partir et alors la NVA devrait entrer dans le gouvernement bruxellois. Est-ce que le CDH exige que le SPA quitte le gouvernement bruxellois s'il y a une autre majorité qui se met en place? Absolument pas. Ça n'a d'ailleurs jamais été le cas. Vous n'avez jamais entendu ça dans la bouche d'un mandataire CDH. C'est un peu un argument pour faire peur, en disant « Ah oui, si le CDH doit quitter le SPA doit quitter le gouvernement bruxellois, mais à ce moment-là, il sera remplacé. On agite l'épouvantail de la NVA. Mais nous n'avons jamais demander le départ du SPA. Les situations sont diamétralement opposées par rapport à ce qui s'est passé avec le PS à Bruxelles et le SPA. Alors, vous dites, si rien ne bouge, on va essayer de faire fonctionner les institutions. D'autres disent, mais pourquoi la ministre Frémaux ne démissionne pas à Bruxelles, tout simplement, puisqu'elle ne veut plus se retrouver à côté des socialistes dans un même gouvernement? Mais bonne question. Mais vous connaissez certainement aussi bien que moi la Constitution. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Nous ne pouvons faire ça qu'à partir du moment où il peut y avoir la présentation d'une autre ou d'un autre ministre qui doit recueillir une majorité au Parlement. Et ça ne semble pour l'instant pas être le cas. Moi, j'ai entendu aussi le discours d'Ecolo Groen qui ferme toute entrée possible dans les prochaines semaines à un gouvernement. Donc on en est là aujourd'hui. Alors, il y a bientôt les communales. Il y aura les communales avant les régionales. Est-ce que vous avez peur des conséquences sur les majorités communales, notamment chez vous à Woluwe-Saint-Pierre? Est-ce que vous ne risquez pas d'être un peu puni? Est-ce que le CDH ne va pas être puni par Défi, par le PS? Je ne vois vraiment pas pourquoi on devrait être puni, parce qu'à un moment donné, on décide de prendre nos responsabilités. Mais vous les avez trahis, eux disent c'est une trahison. Non. Non, écoutez, il y a une rupture de contrat. Je veux dire, on ne s'est pas engagé non plus dans un partenariat pour 5 ans, quoi qu'il arrive. Et on a vu ce qui s'est passé à Bruxelles. Et pour nous, à un moment donné, ça n'a plus été acceptable. Mais pour répondre clairement à votre question, la réponse est non. Je ne pense pas que ça aura des répercussions au niveau communal. Moi, ça fait vraiment longtemps que je pratique la vie locale. Je sais ô combien les accointances entre les personnes sur le terrain, entre le fait qu'au niveau communal, le vote est beaucoup plus personnalisé qu'il ne l'est à d'autres niveaux de pouvoir. Laissons le niveau local en dehors de tout ça, et je pense que les choses se passeront bien en 2018. Ok, est-ce que... j'étais surpris, j'ai lu l'interview de Maxime Prévost dans le Standard ce matin, où il dit que finalement, la NVA, avec le CDH au fédéral, lors d'un prochain gouvernement, s'il n'y a pas de communautaire, pourquoi pas? Alors, est-ce qu'à Bruxelles, on dit la même chose qu'en Wallonie? Monsieur Deleu, vous lisez ce qui vous arrange. Parce que... Peut-être, oui, peut-être. Et vous pas? Non, j'ai lu immédiatement le communiqué de Maxime Prévost en disant qu'il n'avait jamais dit ça et démentant évidemment cette information ainsi que celle de M. Fourny qui est chef de groupe au Parlement wallon. Pour nous, la position n'a pas changé. On ne peut absolument pas nous reprocher de ne pas avoir été ferme vis-à-vis de la NVA. Et ce n'est pas moi, comme Bruxellois, que vous ferez changer d'avis ou évoluer sur ce sujet. Vous savez... Nous, on s'est battus, avec d'autres d'ailleurs, pendant des années, pour créer cette région bruxelloise en 1989, région à part entière, 3e région dans ce pays. Moi, je ne vais pas côtoyer la NVA qui ne reconnaît pas la région bruxelloise, puisqu'elle considère que celle-ci pourrait être co-gérée par la Flandre et la Wallonie, mais finalement, essentiellement par la Flandre. C'est totalement inacceptable en ce qui nous concerne. Mais donc, la NVA est aussi infréquentable que le PS? Mais nous ne sommes pas rentrés dans un gouvernement en 2014, souvenez-vous, et il a fallu un certain courage au CDH à l'époque, parce que nous n'étions pas d'accord avec la vision qu'a la NVA sur l'avenir de ce pays. Et je dirais, en tant que Bruxellois, c'est d'autant plus vrai. Oui, mais sur le parallèle avec le PS, parce que là, vous avez dit effectivement que le PS, du côté CDH, on ne veut plus gouverner avec lui.
Il y a eu depuis lors un livre d'Elio Di Rupo, il y a un chantier des idées. Le fait que le PS vire un petit peu plus à gauche, est-ce que ça vous renforce dans l'idée que ce n'est pas le parti avec lequel vous voulez gouverner? Ah ben, ça, je ne vous le cache pas que ça nous inquiète très fort de voir aujourd'hui que le PS est en train de courir derrière le PTB. Quand on voit les propositions qui sortent du livre de M. Di Rupo, à la fois la semaine de 4 jours en étant payé 5, vous pouvez essayer une fois ça ici dans votre maison en disant aux journalistes qu'ils doivent travailler 4 jours mais qu'ils seront quand même payés pendant 5 jours. On sait que c'est irréaliste, on vend du rêve. D'autre part, la fusion des réseaux en matière d'enseignement, ce qui est aussi proposé dans ce livre, ça pour nous c'est évidemment totalement inacceptable et il faut ajouter que ça aurait un coût pour l'État, pour les pouvoirs publics, pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, de l'ordre de 10 milliards d'euros. Je ne sais pas où on va aller trouver l'argent. Et je vous dis, ça, pour nous, c'est un non passaran. Bon, donc ça, de ce côté-là, vous avez plutôt le même avis que le MR sur la vision de comment le PS évolue. Ah ben, écoutez, mais le fait que vous travaillez avec le MR n'a pas d'influence sur votre position par rapport à la NVA. C'est pas avoir la vision de quelqu'un d'autre, c'est notre vision de se dire aujourd'hui comment est-ce qu'on peut, et ça ne se passe d'ailleurs nulle part ailleurs, comment est-ce qu'on peut financer 5 jours, un travail pour 5 jours alors qu'on va en travailler 4. Moi, je veux bien faire la politique de Saint-Nicolas ou du Père Noël, mais on est aussi dans un monde qui est de plus en plus concurrentiel. Et donc, si on veut encore créer moins d'emplois dans ce pays, c'est dans ce sens-là qu'il faut travailler. Alors, revenons un peu à la région bruxelloise. Il y a pour l'instant une espèce de polémique entre Philippe Claus d'un côté, le bourgmestre de Bruxelles, et Bianca Debatz, la secrétaire d'État CDV à la région, mais qui est aussi conseillère communale de l'opposition à la ville de Bruxelles. Alors peut-être que ceci explique cela. Philippe Claus avait dit « Je ne veux pas d'un méga bordel à Bruxelles » et il veut vraiment s'attaquer à la prostitution, aux clients de la prostitution, pratiquement éradiquer la prostitution à Bruxelles, à la ville. Et Bianca Debatz, elle a été visiter ce qu'on appelle le Villa Tinto à Anvers, où on encadre davantage les prostituées. Elle trouve que c'est pas mal et que ça pourrait très bien être installé à Bruxelles. Alors quel est l'avis du chef de groupe au Parlement là-dessus? Alors, je partagerai plutôt l'avis du bourgmestre de Bruxelles-Ville. Je pense qu'on doit éviter de donner l'impression que les pouvoirs publics encadrent le phénomène de la prostitution. Comme humaniste, on doit tout faire pour lutter contre ce phénomène, le phénomène de la traite des êtres humains, et donc créer en effet un grand bordel où, avec une certaine caution ou un encadrement des pouvoirs publics ici à Bruxelles, je pense que ce n'est pas le choix sans doute le plus judicieux. Alors, vous savez qu'on a beaucoup parlé, tant qu'on parle d'un peu de ville de Bruxelles, même si vous êtes de Woluwe-Saint-Pierre, on a beaucoup parlé du buste d'Ivan Mayer en cette fin d'été. Est-ce qu'il y a des bustes à Woluwe-Saint-Pierre, des portraits, des médaillons pour les bourgmestres? Alors, moi, je ne suis vraiment pas un fétichiste des bustes. C'est vrai que dans notre commune, il y a des bustes. Alors, je sais que le buste de mon prédécesseur, M. Van den Noot, il n'a pas été financé par les deniers publics, il a été financé par ses amis. Ouais. C'était d'ailleurs assez particulier, puisqu'ils l'ont fait de son vivant déjà. Bon, et donc ce buste est là. Ce que je trouve intéressant, et que je vois dans toute une série de maisons communales, c'est qu'à tout le moins, il y ait la photo des divers bourgmestres. Je crois que c'est intéressant au niveau historique, des divers bourgmestres qui ont géré la commune pendant des années, mais en tout cas pas consacré 60 000 € à la confection d'un buste. Ça, je trouve que c'est totalement dépassé et démesuré. Alors, un petit moment rétro, Benoît Serex, parce qu'aujourd'hui, c'est la 1000e de l'interview. Ah ben voilà. Et je voudrais vous faire revoir ce qui se passait il y a 5 ans. C'était Fabrice Grosfilet qui recevait le ministre-président de l'époque. On va regarder cette archive. Bonjour à tous, l'interview, nouveau rendez-vous politique que nous vous proposons désormais du lundi au vendredi sur Télé Bruxelles. Et notre premier invité est Charles Piquet, ministre-président bruxellois. Bonjour, merci d'accepter d'être le premier à ouvrir le feu dans cette émission. C'est une bonne rentrée pour vous? Ça va, je suis en forme, je me sens bien. Je sais aussi qu'il y a pas mal de défis qui nous attendent. Alors c'est une bonne rentrée. Là, il était ministre-président, mais il allait arrêter. Et maintenant, il est toujours président Parlement. Alors, est-ce que c'est une bonne rentrée? Est-ce que ça va être une bonne rentrée, Benoît Serex, 2017? Mais je l'espère. Alors, c'est une rentrée dans un contexte politique, il ne faut pas le nier, qui est quand même beaucoup plus difficile
qu'il y a 5 ans, donc les choses ne sont pas simples. Mais je vous l'ai dit, notre souci, en tout cas, c'est de ne pas bloquer les institutions bruxelloises, faire en sorte que la vie des Bruxelloises et des Bruxelloises ne soit pas handicapée par ces discussions politiques. Et on le voit d'ailleurs pour la rentrée scolaire. La rentrée scolaire de fin de cette semaine et de début de semaine prochaine, elle aura lieu dans d'excellentes conditions. Personne ne doit s'inquiéter à ce sujet-là. Ah ben, on verra quel est l'avis de Rudy Vervoort demain, puisqu'il sera l'invité pour la 1001e. D'ici là, bonne journée, bonne soirée.